Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des cycles de la matière, particulièrement le carbone et l'azote, et comment le cycle du carbone et le cycle de l'azote ont une influence sur le climat global. Ça, c'est en passant le chapitre 8.3 de votre manuel, si vous voulez suivre dans le manuel. Alors, c'est important de réaliser que tout est conservé dans la nature. Toute la matière, toute l'énergie, tout est conservé. Puis quelques mots-clés qu'on va possiblement utiliser, que vous devrez savoir. Premièrement, c'est un cycle biogéochimique. Alors, c'est un cycle qui parle de la chimie, de la géologie, des cycles géologiques et de la biologie, et les interactions entre la biologie, la géologie et la chimie. Donc vraiment, on parle de l'échange de la matière entre l'environnement biotique, c'est-à-dire tout ce qui est vivant, et l'environnement abiotique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vivant. Alors, l'interaction entre, par exemple, les animaux et l'eau et les roches et tout ce qu'il y a à l'intérieur de leur habitat, leur environnement. Puis comme je dis, toute la matière sur la Terre est conservée. Il n'y a rien qui peut être créé ni détruite. C'est-à-dire donc, si on a du carbone à l'intérieur d'un environnement, ça peut bouger à l'intérieur de l'environnement, mais ça doit toujours aller à quelque part. On ne peut pas détruire la matière, ni le créer. Ça doit être toujours à quelque part. Parfois, la matière va être stockée à quelque part. Et on appelle un réservoir l'endroit où la matière s'accumule. On va voir des exemples de réservoirs, notamment les océans, les roches, tout ce qui est sous la Terre sont généralement les réservoirs. L'atmosphère peut être un réservoir où la matière, l'énergie va être stockée. Donc, commençons avec le cycle de carbone. On va débuter facilement. Nous, les humains, sommes toujours en train d'ajouter du carbone à l'atmosphère en respirant. Parce qu'on inspire l'oxygène, on expire le dioxyde de carbone. Notre corps transforme l'oxygène en dioxyde de carbone et on prend du carbone de notre corps pour faire cette conversion. Les plantes, eux, font l'opposé. Les plantes vont respirer, vont inspirer le carbone sous forme de dioxyde de carbone et vont expirer l'oxygène. Les plantes sont capables de faire la transformation inverse des humains. Donc les plantes et les humains vivent en équilibre et il y a une transformation de dioxyde de carbone en oxygène qui se passe entre les humains et les plantes. C'est pour ça que les plantes sont aussi importantes à la survie de la Terre que nous-mêmes, sinon plus important. On ne peut pas vivre sans les plantes. C'est pour ça que la protection de l'environnement est si essentielle, parce que sans plantes, notre survie est en question. Alors ici, nous avons un sommaire des différents réservoirs de carbone sur la Terre. Parce qu'il y a beaucoup de carbone sur la Terre, tout ce qui est vivant est formé à base de carbone. Et on utilise la carbone à tous les jours. Tout le monde l'utilise dans son quotidien. Puis il y a beaucoup de carbone. Puis là, la question c'est où est-ce que c'est stocké? Où est-ce qu'on prend cette carbone? Donc la plus grande collection de carbone, c'est dans les sédiments marins et les roches sédimentaires. Alors les sédiments, c'est des roches qui sont formées couche après couche avec le temps. Donc par exemple, les sédiments marins, ce serait toute la matière qui va au fond des océans, des lacs, qui se dépose sur le bas des lacs, des océans. Et à chaque fois qu'une nouvelle couche de matière tombe sur le fond des océans, des lacs, ça crée une couche, ça appuie de la pression et ça crée une nouvelle couche et ça solidifie en forme de roche. Donc,
Ça, c'est un grand réservoir de carbone et ça dure pour des millions d'années avant que c'est utilisé, avant qu'on aille la chercher. Les océans eux-mêmes sont un grand réservoir de carbone. Les océans absorbent du CO2, du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le convertit en acide carbonique. Et ça, c'est devenu un problème récemment parce que tout le dioxyde de carbone, c'est ce qui se passe, c'est que les océans sont en train de devenir acidiques à cause de la dissolution de dioxyde de carbone dans les océans. Les combustibles fossiles, alors ça c'est tout ce qui nous donne de l'énergie dans notre monde quotidien. La majorité des autos, des usines, ça fonctionne grâce aux combustibles fossiles. Et c'est pas une source d'énergie renouvelable, étant donné que ça prend des millions d'années pour que les combustibles fossiles se forment. Alors, oui, on peut remettre le carbone dans la Terre, mais ça va prendre des millions d'années pour que les combustibles fossiles soient convertis dans un format qui est encore utilisable. Alors, pour toute raison, c'est pas une source d'énergie renouvelable. Toute la végétation, le sol, la matière organique est une autre source de carbone. Puis là, ça va rester pour quelques-uns. Puis essentiellement, la durée de vie des plantes, la durée de vie des composés dans le sol. Puis la dernière source, c'est l'atmosphère. Comme je viens de dire, on a par exemple le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Ça va rester là pour 50 jusqu'à 500 ans. Le méthane, une autre grande source de carbone dans l'atmosphère. Ces deux gaz sont ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Vous allez apprendre dans les prochains 2 modules l'importance des gaz à effet de serre et l'impact des gaz à effet de serre. Donc, ça c'est un autre réservoir de carbone dans la Terre. Bon, ça c'est une page qui vient de votre manuel qui parle spécifiquement du cycle de carbone en détail. Puis là, ce que je vais juste passer à travers ça pour un moment. Disons qu'on va commencer avec les combustibles fossiles. Donc ça c'est tout le charbon, le pétrole, le gaz naturel, tous les combustibles fossiles qu'on utilise dans nos usines, dans nos autos. Ils se trouvent de façon souterraine, soit sous le fond de l'océan, sous la terre, à la surface de la terre, évidemment, en Alberta, il y a une grande source au nord de l'Alberta de combustibles fossiles. Il y a d'autres régions de la Terre où il y en a beaucoup de combustibles fossiles. On va les libérer, on va les sortir de la Terre pour pouvoir les utiliser. Donc là, nos autos, nos usines dans notre milieu urbain vont brûler les combustibles fossiles pour produire de l'énergie. En brûlant les combustibles fossiles, on produit du CO2 ainsi que du méthane et des chlorofluorocarbures. C'est les 3 gaz à effet de serre principaux qu'on va explorer dans ce cours. Et en brûlant les combustibles fossiles, ces composés-là vont rentrer dans l'atmosphère où ils vont augmenter l'effet de serre. Et au fur et à mesure, éventuellement, ils vont être enlevés de l'atmosphère par 2 méthodes. Un, c'est qu'ils vont être absorbés par les océans. Le dioxyde de carbone en particulier va se dissoudre dans les océans où il va devenir l'acide carbonique pour ajouter à l'acidité des océans. L'autre façon, c'est que ce sera respiré en particulier par les plantes et converti en oxygène et converti en nourriture, en énergie pour les plantes. Ce sera aussi utilisé par certains organismes dans le sol. Les animaux vont l'absorber un peu en mangeant les plantes.
Donc vraiment, ça rentre dans tout ce qui est organique dans l'environnement. Puis là, les océans et l'environnement vont éventuellement remettre le carbone aux sédiments. Alors, j'ai parlé des sédiments, c'est les couches de roches qui se forment sous les environnements aquatiques et terrestres. Et au fur et à mesure que les sédiments se forment, le carbone va se consolider et on va reformer après des millions d'années les combustibles fossiles qui pourront être utilisés encore une fois pour les brûler et le cycle recommence. Bon, là on va parler brièvement du cycle de l'azote. Alors l'atmosphère est principalement composée de l'azote. On pense toujours à l'atmosphère, on pense à l'oxygène parce que c'est ce qu'on respire. Mais en réalité, l'atmosphère est juste à peu près 20% d'oxygène et 80% c'est l'azote. Et tout être vivant a besoin de l'azote pour survivre. On ne peut pas vivre sans azote et on ne peut pas respirer de l'air qui est composé à 100% d'oxygène. On a besoin d'un équilibre entre l'azote et l'oxygène. Donc l'azote aussi, c'est une composante des gaz à effet de serre qui cause les changements climatiques. Puis comme j'ai dit, ça c'est à venir. Mais on doit comprendre comment l'azote interagit dans l'environnement pour comprendre comment on peut contrôler les changements climatiques. Donc, ça c'est une image de votre manuel qui montre un peu le cycle de l'azote. Puis c'est vraiment ça les grandes lignes que j'aimerais que vous compreniez pour cette unité. Nous allons commencer, disons, avec l'utilisation de l'azote dans l'industrie agriculturelle, parce que l'azote c'est une grande composante des engrais qui sont utilisés pour améliorer la production agriculturelle dans notre système alimentaire. Et donc l'azote va être absorbé par les plantes, va être stocké dans les plantes au fur et à mesure que les plantes sont utilisées. L'azote va être relâché et va monter dans l'atmosphère. Aussi, l'azote est utilisé dans l'industrie, dans le milieu urbain. L'azote est un composé qui sera produit par la combustion, la combustion des combustibles fossiles, parce qu'on retrouve l'azote comme produit dans les essences, dans l'huile, et donc, encore une fois, en brûlant les combustibles fossiles, on va lâcher de l'azote dans l'environnement. En même temps, le processus de fabrication des engrais va enlever l'azote de l'atmosphère. Mais vraiment, toute l'azote qui rentre dans l'atmosphère va produire principalement l'azote pur, mais d'autres formes d'azote qui vont agir comme gaz à effet de serre. Et au fur et à mesure, donc, ils vont non juste amplifier l'effet de serre, mais ils vont essayer d'enlever de l'atmosphère sous forme de précipitation acide. Donc on parle de la pluie acide, on parle de la pluie qui a de l'atmosphère, qui a de l'azote, qui va retourner cet azote-là vers la Terre, vers les océans, et aussi l'industrie agriculturelle, l'engrais, quand ça pluie, l'azote de l'engrais va aller trouver les lacs, les rivières, les océans, et ça contribue à des effets d'augmentation de l'azote dans les lacs, qui n'est pas exactement idéal. Donc l'azote va bouger selon son utilisation dans nos industries, principalement l'industrie agriculturelle et l'industrie du transport.